Je vais demander à présent à Guillaume Koulouma donc, de venir nous rejoindre. Il est pédologue, ingénieur d'études à l'INRA au sein de l'UMR LISA, le laboratoire d'études des interactions entre sol, agrosystème, hydrosystème, état de l'art des capteurs et technologies numériques pour caractériser les sols cultivés. Donc bonjour à tous, je viens de Montpellier et je vous propose une communication aujourd'hui avec ma collègue Maud Ségé de l'INRA d'Orléans. On a essayé de regrouper nos positions pour vous faire part de notre expérience en tant que pédologue également, hein, comme Philippe, nous sommes des pédologues et nous sommes utilisateurs de technologies numériques, principalement de géophysique en ce qui concerne les sols, mais également d'autres types de capteurs. Et on a envie aujourd'hui de vous faire partager notre expérience sur presque un peu plus de 15 ans d'expérience à l'INRA pour essayer d'avancer sur la communication justement entre les gens qui produisent des données numériques et les gens qui sont chargés de faire le lien entre ces données numériques et puis les véritables attentes des agriculteurs, hein, puisqu'il s'agit de parcelles agricoles aujourd'hui. Alors, voilà, donc je ne reviens pas sur ce qu'a dit Philippe, hein, donc le sol c'est un écosystème variable. Je reviens juste sur le terme écosystème, c'est qu'on ne peut pas prendre une propriété de sol et sortir la propriété de sol de son contexte. C'est en général un ensemble de propriétés de sol qui font que le sol est un support pour la plante, un support pour la plante, mais également un objet qui a un impact sur l'ensemble du cycle de l'eau, du carbone, etc. Alors cette variabilité dont parlait Philippe, le pédologue quand il est sur le terrain et quand il construit un modèle d'organisation des sols, en fait il essaie de construire une fonction d'estimation spatiale. Alors cette équation, c'est une équation de génie qui introduit la cartographie numérique des sols, alors qui peut s'appliquer aussi bien à l'échelle de la parcelle agricole qu'à l'échelle de pays ou de régions. Actuellement, elle est quand même beaucoup plus utilisée sur des petites échelles, donc sur de grandes surfaces. Cette fonction d'estimation spatiale, le pédologue se la crée tous les jours de façon itérative. Quand il fait un trou de tarière ou un profil de sol, ben, au fur et à mesure, il va incrémenter son modèle en incluant un certain nombre de facteurs, comme par exemple les facteurs liés à la géologie, les facteurs liés au climat, aux organismes qui vivent dans les sols, mais également des données sur les sols préexistantes, parce qu'avant d'aller sur le terrain, ben, il s'est documenté. Et donc cette fonction itérative, il se la construit au fur et à mesure. Et on peut la symboliser de façon numérique par cette fonction f ici. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de la cartographie numérique des sols aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le lieu. Quand on a une carte traditionnelle, donc on a, comme l'a dit Philippe, un profil représentatif de sol par unité. Alors si on va un peu plus dans le détail, on a plus de profils représentatifs de sol, et on va utiliser des techniques géostatistiques principalement pour essayer de produire une donnée de propriété de sol à tout endroit de l'espace. Alors évidemment, plus on a de profils de sol, plus la précision sur la propriété de sol que l'on veut caractériser sera importante. Ce n'est pas le cas, et donc du coup on va utiliser des techniques qui nous permettent de compléter les informations, ce qui est le cas par exemple de l'utilisation de capteurs au sol ou aéroportés. On va voir cela un peu plus dans le détail. Alors évidemment, il y a eu des progrès techniques, notamment depuis les années 95 et plus particulièrement depuis les années 2000. Au niveau des instrumentations, alors l'électronique a nettement progressé. Là, vous avez ici l'image d'un résistivimètre avec des câbles branchés. Avant, il fallait aller déplacer les câbles sur les électrodes. Depuis les années 90, 95, on a des câbles qui intègrent un multiplexage de l'information, ce qui permet, en cliquant sur un bouton, d'avoir le travail qui se fait quasiment tout seul. Alors, c'est un exemple, il y en a d'autres. Il y a aussi des progrès au niveau informatique. Donc là, vous avez un petit graphique qui est intéressant, où c'est
le nombre de pixels par image traitée depuis les années 70 jusqu'à une projection dans les années 2020, où on voit qu'il y a une progression constante du nombre de pixels qui est directement liée, pas forcément à l'évolution technologique des capteurs, mais surtout à la capacité de traitement de l'information. Parce que quand vous avez des bases données d'images et de pixels, il faut pouvoir les traiter derrière. Sinon, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est vraiment les 2 points importants qui font qu'aujourd'hui, on peut utiliser des données numériques pour la cartographie des sols. Donc, au grain de la parcelle agricole, Philippe en a parlé. Donc, évidemment, on peut augmenter les observations, mais on bloque rapidement sur des coûts liés à ces observations-là. On peut utiliser des techniques géostatistiques sur l'information préexistante. Là, vous avez l'exemple d'une parcelle sur l'unité expérimentale de pêche rouge à l'INRA de Montpellier, où vous avez un signal gamma qui a été récupéré sur cette parcelle et où on peut établir un variogramme qui va pouvoir nous aider à positionner des points de sondage sur la parcelle. On peut également utiliser des données issues de capteurs comme ici une carte d'électromagnétique au Luxembourg, donc de la conductivité apparente. Alors je vais faire un petit point sur les types de capteurs et puis sur les façons de les utiliser. Et ensuite, je terminerai l'exposé par des exemples concrets que j'ai essayé de prendre avec Maud sur des applications variées. Bien entendu, je ne pourrai pas vous donner d'exemples sur l'ensemble des capteurs disponibles aujourd'hui. Donc, si on prend la définition d'un capteur, le capteur transforme l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable. Alors souvent, on parle de capteur, mais on parle de capteur à tort, parce que certes, il y a un capteur, mais on parle surtout de la méthode associée au capteur. Donc après, avec le traitement électronique qu'il y a derrière et avec tout l'ensemble de la calibration, etc. Vous avez ici sur une photo un géophone qui est utilisé pour enregistrer les ondes acoustiques créées quand on tape avec un marteau sur un petit cylindre métallique. Donc ça, c'est vraiment un capteur qui va transformer, qui va envoyer cette information à un logiciel qui permet de traiter l'information. Alors, il y a différents types de capteurs. Les capteurs distants que tout le monde connaît, du satellite à l'aéroporté en passant par le drone qui est aujourd'hui en plein développement. Alors, ces capteurs distants, ils sont intéressants en ce qui concerne le sol parce qu'ils vont permettre de l'acquisition sur de grandes surfaces. Par contre, ils ne vont concerner que l'extrême pellicule de surface du sol. Et en plus, ils vont être, quand il s'agit de cartographier les sols, on va être confronté à des problèmes d'artefacts liés à la végétation en surface du sol, à la végétation arborée, les nuages éventuellement, qui vont donner des problèmes sur le signal. Donc c'est des capteurs intéressants, avec des avantages et des inconvénients, comme tout capteur d'ailleurs. La plupart des capteurs géophysiques sont des capteurs qu'on déplace sur le sol, comme ici l'électromagnétique EM38 de Geonix. Et vous avez aussi des capteurs profonds qui là sont intéressants parce qu'on va aller directement chercher l'information en profondeur dans le sol, par contre, du coup, qui vont permettre d'avoir des données ponctuelles, mais qui vont être difficiles, de la même façon qu'une fosse pédologique, à multiplier sur de grandes surfaces. Avant de passer à cette petite liste-là, il existe un capteur qui est très intéressant, c'est la plante. Je ne vais pas vous en parler ici, mais on essaie de développer aujourd'hui des techniques qui permettent d'inverser le signal que l'on peut observer à l'aide d'une plante. Donc la plante, on peut la caractériser, mais cette plante, elle va intégrer la variabilité du système. Et si on arrive à inverser son signal, on peut retrouver par inversion des propriétés pérennes du sol via cette plante-là. Donc ça, c'est une technologie qui est actuellement, enfin une méthodologie qui est en cours de test dans le domaine de la recherche. Alors, une petite liste de capteurs et méthodes actuellement utilisées. Ce matin, on va d'ailleurs en voir quelques exemples précis. Donc, je vais en donner quelques-uns, mais ensuite, on en aura d'autres. Donc, il y a les méthodes électriques, géophysiques, qui sont largement utilisées en sciences du sol aujourd'hui.
Alors, les méthodes géophysiques ont été développées principalement pour de la géologie minière et progressivement, depuis le début du siècle dernier, et progressivement, elles sont utilisées en sciences du sol depuis les années 80-90 en gros. Donc on a les méthodes électriques qui sont fortement représentées, la méthode de mesure de la résistivité vraie par tomographie de résistivité électrique, les méthodes qui permettent de mesurer la résistivité apparente, donc c'est les méthodes développées par GeoCarta avec le dispositif AREP issu d'un dispositif MUSEP, mais également des Américains avec le dispositif VERIS. Il y a également des méthodes qui mesurent la polarisation, la chargeabilité par des mesures de polarisation provoquées. Je crois que Myriam Schmutz, tout à l'heure, nous en parlera. Il y a également les méthodes électromagnétiques. Alors, en géophysique, c'est la conductivité apparente, souvent qui est utilisée pour la caractérisation des sols salés, mais qui peut aussi s'appliquer en cartographie de sol classique. Et puis, vous avez un grand domaine fortement développé depuis un certain nombre d'années qui permet de mesurer la permittivité diélectrique et qui est directement liée à l'humidité de l'eau dans le sol. Donc là, il y a tous les capteurs, time domain, réflectométrie, les fréquences également, les FDR, et les capteurs capacitifs de mesure, qui permettent la mesure d'humidité de l'eau, mais de façon ponctuelle. Il y a des capteurs sismiques qui sont moins développés en sciences du sol, mais on a essayé d'appliquer, suivant les conditions du milieu, la sismique réflexion, qui a un traitement du signal un peu compliqué, et la sismique réfraction, qui peut permettre d'intercepter certaines interfaces. Il y a les mesures radar aussi, le radar en surface qui permet de donner une idée de la variabilité spatiale de l'humidité de la teneur en eau. Mais il y a également le Ground Penetrating Radar, dont on parlera tout à l'heure, pour la profondeur. Il y a ensuite toute une gamme de capteurs qui vont permettre de mesurer les réflectances dans le domaine du visible, mais également dans le domaine multispectral et hyperspectral, qui est beaucoup utilisé en labo pour de la chimiométrie, mais qui est aussi utilisé sur le terrain via les satellites, mais également en aéroportée et même en capteur inséré derrière des charrues. Il y a des Anglais qui développent ces applications-là. Enfin, on peut citer aussi la gamma radiométrie qui est intéressante parce qu'elle va permettre, elle peut se faire à partir du sol, mais elle peut également se faire en aéroportée, et elle donne des indications sur la variabilité des matériaux et qui sont directement liés à la variabilité des sols, la plupart du temps. Sur les capteurs, on peut aussi parler de la zone d'investigation qui est importante parce que suivant les capteurs, on ne va pas avoir la même zone du sol qui va être concernée. On parlait tout à l'heure des capteurs aéroportés qui vont concerner la stricte surface du sol. On peut prendre l'exemple de la résistivité où il y a quelque chose d'important à voir, c'est que quand on fait une mesure de résistivité apparente en surface, on va intégrer un volume en fonction de l'écartement des électrodes de mesure. Vous avez ici sur ce schéma 2 électrodes de courant et 2 électrodes de potentiel, notées C et P. Si vous écartez ces électrodes, vous allez approfondir les ondes électromagnétiques qui vont rentrer en profondeur dans le sol et donc prospecter des zones de plus en plus profondes. Quand on positionne par exemple une carte issue du capteur AREP de GeoCarta que l'on a réalisé dans le bassin versant de la Peigne à Montpellier, à une profondeur donnée, je crois que c'était la voie 2 qui doit être aux alentours de 1,20 m de profondeur. Chaque point de cette carte correspond à une profondeur d'investigation aux alentours du mètre et qui va intégrer un certain nombre de couches avec une épaisseur donnée et une résistivité vraie de la couche donnée. Et donc il y a toujours un aller-retour entre une résistivité apparente mesurée et un mélange de résistivité vraie et d'épaisseur des couches. L'autre élément important quand on parle de capteurs, c'est la calibration. C'est un terme anglais que l'on utilise souvent en français, mais qui veut dire en gros étalonnage. Alors,
Chacun a déjà vu l'étalonnage en classe de seconde ou première d'un capteur de température où on regarde l'élongation du métal et on va l'attribuer à une variabilité de température. C'est un étalonnage direct, c'est-à-dire qu'on va vraiment prendre une grandeur physique et on va lui attribuer une valeur qui nous intéresse pour le sol, par exemple l'humidité. Là, vous avez l'exemple d'un comptage relatif sonanneutron qui est directement lié à une humidité volumique. Alors ça peut être en labo ou sur le terrain, hein. Mais plus généralement, on a quand même un étalonnage qui est souvent indirect et qui se fait sur le terrain. Vous avez l'exemple ici d'un rayonnement gamma qui peut être issu soit de cristaux à l'intérieur des sables dans le sol, mais également de thorium qui peut être fixé entre des feuillets d'argile. Et donc là, vous voyez que ce signal gamma-ray, que l'on va symboliser ici en mesure de thorium en becquerel par kilo, il est potentiellement lié à un taux d'argile granulométrique dans le sol, mais pas forcément, parce qu'il y a aussi d'autres éléments qui vont intervenir sur cette mesure-là. Donc là, c'est l'exemple d'un étalonnage indirect sur le terrain qui va prendre en compte un certain nombre de perturbations qu'il faut absolument prendre en compte quand on met en œuvre un capteur sur le terrain. Alors, je passe rapidement à quelques exemples concrets. Il vous reste 5 minutes, on va aller assez vite. Donc, la tomographie de résistivité électrique qui permet de multiplier les profondeurs d'acquisition sur un transect. Donc, c'est une mesure qui sera en général 2D. Et on a essayé cette technique-là pour essayer de caractériser la réserve utile en eau disponible pour la vigne en faisant des mesures en période sèche juste après les vendanges et en période humide au moment du débourrement où la réserve en eau a été complètement rétablie dans le sol. Vous avez ces deux mesures symbolisées ici en coupe où on a une mesure en bleu en période humide et une mesure en rouge en période sèche. Et on va utiliser cette différence de mesure pour déterminer la zone où la vigne a pompé de l'eau dans le sol. Cette zone ici, vous l'avez symbolisée en couleur rouge ici, sur une séquence que vous avez en photo à droite, avec un sol peu profond. Et vous voyez que cette zone de captage de l'eau par la vigne est localisée environ sur les 80-90 premiers centimètres du sol, qui correspondent d'ailleurs à la totalité du sol, puisqu'en dessous, vous avez une molasse miocène, qui est une roche où les racines ne colonisent pas. Cette technique, elle ne marche que dans certains cas. Évidemment, si vous avez une alimentation hydrique profonde liée à une nappe superficielle, la réserve en eau va être alimentée par des remontées capillaires et du coup, on ne pourra pas avoir cette différence observée. On a également un exemple de l'utilisation de cartes GeoCarta dans le cadre d'un projet Carex-INRA à l'unité des Poisses, où on a réalisé 3 voies d'acquisition. Et cette technique nous a permis de nous aider dans le zonage pédologique de l'unité expérimentale qui n'était pas réalisée. On s'est servi de cette information pour aller positionner des points de mesure, des profils de sol et des sondages. Et certaines voies, donc là je crois que c'est la voie 3, a aidé, donc une profondeur d'acquisition importante, a aidé à positionner, à créer des contours d'une cartographie classique. Ça marche bien dans ce cas-là, parce qu'il y a des sols qui sont développés sur des calcaires durs, que le calcaire dur a une résistivité vraie importante, et que le sol au-dessus, plutôt argileux, a des résistivités qui sont beaucoup plus faibles. Du coup, il y a un contraste de résistivité, et sur cette unité, on a un lien assez bon entre la profondeur de sol et la résistivité de la voie la plus profonde. Donc ce qui permet ici, c'est en fait ce lien entre cette propriété profondeur de sol et la résistivité dans ce cas qui permet d'avoir une information intéressante pour la cartographie de l'unité expérimentale. On a également fait un test sur une autre unité, sur un autre terrain INRA dans le centre de la France, où on a utilisé cette fois la variabilité de la mesure de résistivité apparente, qui est directement liée au taux de cailloux.
C'est un papier de Marion Tétégan qui a été publié en 2012, où elle a utilisé cette variabilité que l'on voit ici symbolisée par l'écart type de la résistivité apparente voie 1. Et cette résistivité est liée à un taux d'éléments grossiers sur les 40 premiers centimètres du sol. L'exemple de la gamma radiométrie que l'on a réalisé sur un réseau de parcelles en Languedoc, où en fait la gamma radiométrie, c'est un capteur qui permet de mesurer les rayons gamma émis naturellement par le sol. Et si on regarde ce graphique, on voit que le thorium mesuré en becquerel par kilo est assez bien corrélé à l'argile granulométrique des sols. Ce qui permet, sur un ensemble de réseaux de parcelles, ici je vous en ai proposé une, où on a pu cartographier la teneur en argile sur les 40 premiers centimètres du sol à partir de cette mesure de thorium. Sur ce même réseau, on a essayé d'ailleurs de regarder ce que donnait l'imagerie hyperspectrale. On a essayé de calibrer en labo avec un spectro-ASD des échantillons de sol qui nous permettent ici de donner une prédiction du taux de carbonate de façon très précise sur des échantillons de laboratoire. Et on a essayé d'appliquer ça à partir d'une image IMAP satellitaire qui a été acquise en 2003 sur la même parcelle que je vous présentais tout à l'heure, où on voit une cartographie du carbonate sur la stricte surface du sol, avec une calibration et une validation qui est quand même assez correcte, sauf que vous voyez ici, au centre de la parcelle, ici symbolisé entre les échantillons S4 et S7 que vous avez en blanc sur la photo, où vous avez ici une zone où ça ne marche pas du tout, parce qu'il y a dans cette zone-là une zone de cailloux en surface, des cailloux calcaires, et qui vont donner une teneur en carbonate qui est nettement supérieure à celle du sol réellement. Donc vous voyez ici, c'est un exemple où ça peut marcher dans certains cas, mais dans d'autres cas, il faut se méfier des calibrations, parce que la calibration va prendre en compte un certain nombre de paramètres. J'ai encore 1 ou 2 minutes pour conclure. 1 minute. Allez. Donc ce que je voulais dire et le message qu'on souhaitait vous faire passer, c'est que les développements techniques et méthodologiques permettent d'aborder les sols à travers leurs propriétés, mais il n'existe pas de capteur universel et que chaque technique présente des avantages et des inconvénients. Chaque technique permet de mesurer des variables qui sont liées à une ou plusieurs propriétés de sol, et c'est là où la calibration est fondamentale. Et les perspectives, il y a beaucoup de facteurs de progression, notamment de nombreux capteurs qui sont développés par des industries sur des sujets qui ont quasiment rien à voir avec la cartographie des sols, mais qu'on peut essayer de dévoyer pour utiliser en sciences du sol. Et également une facilité d'acquisition et de traitement des données, avec des données multiples capteurs, avec les capacités informatiques qu'on a aujourd'hui, ça facilite les choses. Les facteurs limitants, c'est que le sol, c'est un système complexe où il y a des fortes interactions entre propriétés et qu'il faut être vraiment prudent quand on utilise un capteur sans calibration. Il reste des questions de recherche aussi. Le lien entre les propriétés de sol et les variables mesurées par les capteurs, il y a un certain pan de recherche entier qui reste à développer. Et il y a aussi des techniques qui permettraient d'injecter des connaissances pédologiques par les fonctions d'estimation spatiale dont on a parlé tout à l'heure. Il y a encore des choses à faire, notamment sur de grandes échelles, sur des parcelles agricoles. Je pense qu'il y a un travail à mener là-dessus. Je vous remercie. Merci beaucoup, on vous applaudit. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, alors je pose la première question. Vous avez parlé du capteur indirect plante, d'inverser le signal. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus un peu ? Alors actuellement, il y a un projet ANR là, qui est en cours sur les différentes techniques de mesure de la réserve utile des sols. C'est le projet ANR Rue des sols, qui est mené entre principalement Montpellier, des unités de Toulouse et Orléans, et où on essaie de regarder. On a déjà fait quelques tests dans le bassin versant de la Peigne, où on a essayé de récupérer des images de thermique infrarouge, et où on s'est rendu compte que ces images-là étaient fortement liées à des zones de forte évapotranspiration de la vigne, et que ces zones-là, bizarrement, représentaient des zones avec des faibles réserves utiles d'eau des sols.
Et du coup, on est parti de là en se disant, il faut regarder la plante pour essayer d'inverser. Alors après, c'est compliqué parce que c'est des facteurs, c'est multifactoriel et ça nécessite l'inversion des données pour prendre en compte l'ensemble de ces propriétés. Donc c'est pas du tout applicable clé en main aujourd'hui, mais c'est une recherche qui est très prometteuse aujourd'hui. Et là, on parle de la réserve utile. On peut imaginer pour d'autres paramètres? Alors oui, on peut imaginer ça pour des propriétés de chimie du sol. On l'a déjà, puisque quand on fait une carte de couleur de la végétation sur une parcelle agricole, on peut se rendre compte des zones de chlorose et donc des zones où potentiellement on peut avoir des problèmes de calcaire actif importants, etc. Donc ça se fait déjà indirectement, mais c'est quelque chose qui reste à creuser pour le formaliser un peu mieux. Merci beaucoup. Des questions? À vous, vous avez la parole. Je vous donne, Bruno, le micro. J'ai juste une question, une curiosité. En fait, dans les technologies, là, on voit bien que l'objectif, c'est essayer d'augmenter quelque part la résolution spatiale à partir d'observations qu'on va faire, d'observations interprétées. Et je voulais savoir s'il y avait aussi des outils qui étaient développés pour faciliter justement les observations sur les téléphones portables. Par exemple, prendre une photo, ça va pouvoir interpréter une couleur, une texture, une fausse pédo, voir un petit peu là s'il y avait vraiment aussi des choses qui bougeaient dans ce domaine-là. Alors, c'est vrai que ces nouvelles technologies-là sont très intéressantes, notamment pour récupérer de l'information. Mais il y a quand même un problème, c'est que le sol, c'est un milieu complexe, ça nécessite une observation minutieuse. Philippe en a parlé tout à l'heure. Dans un profil de sol, on peut facilement passer 3 à 4 heures pour décrire les réelles propriétés du sol. Ces nouvelles technologies sont très intéressantes pour essayer de formaliser les données qu'on va acquérir au champ. Donc on peut faciliter le transfert de la donnée décrite in situ vers une base de données. Donc ça, c'est intéressant. Après, sur les questions de texture, à ma connaissance, par rapport à la photo, non. Par contre, il y a les techniques de mesure hyperspectrale qui sont très intéressantes pour in situ mesurer dans les profils de sol des spectres qui permettent de relier un certain nombre de données chimiques du sol et de couleurs, bien entendu. Après, sur l'analyse d'images au sens strict, il y a des tests qui ont été réalisés, mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est facilement utilisable par tout un chacun. Pour continuer sur l'idée de la question de Bruno. Excusez-moi, juste je termine parce qu'on a essayé de développer des outils en lien avec les chambres d'agriculture, justement pour ça, pour que les conseillers agricoles qui ne sont pas forcément formés à la caractérisation des sols puissent, avec des photos, pouvoir interroger une base de données et pouvoir mieux localiser le sol sur la parcelle, sur des parcelles où on sait qu'il y a 3 types de sols, mais où on ne sait pas spatialement où ils sont dans la parcelle. Ce genre d'outil est très intéressant parce qu'une photo peut permettre de retrouver le type de sol. Mais il faut qu'il y ait l'information préalable. Pour aller toujours plus loin, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Bon, on a bien compris qu'il y a des freins physiques de prélèvement, par exemple, ou de passage sur le terrain. Est-ce que l'intelligence artificielle peut booster un certain nombre d'analyses ? À ma connaissance, pour l'instant, je ne sais pas. Oui, enfin, il y a des techniques statistiques qui utilisent cette intelligence artificielle. Après, oui, c'est une technique comme une autre. Aujourd'hui, on ne la mesure pas encore, enfin vous ne sentez pas. Si, il y a des papiers qui sortent sur des techniques géostatistiques qui utilisent ça. Mais c'est une technique comme une autre. D'accord. Des questions? Alors, on va vous... Bonjour, Dominique Rouillet, pédologue chez Accélérer à l'innovation, utilisateur de méthodes géophysiques depuis 20 ans. Je voulais revenir, c'est plutôt une remarque, sans jeu de mots, assez terre-à-terre, dire que la principale fonction des méthodes numériques, c'est d'aider le pédologue dans son boulot, en orientant les observations. Voilà, c'était juste cette remarque-là. Quelle que soit la méthode, d'ailleurs, c'est orienter les mesures pour diminuer le nombre d'observations. Oui, je suis totalement d'accord, évidemment, avec votre remarque. Autre question, remarque? Bonjour, Vincent Ginck, Société Cali.
Le potassium, c'est un élément radioactif, donc est-ce qu'on peut mesurer la teneur d'un sol en potassium en jouant sur ce phénomène-là? Oui, alors la technique de gamma radiométrie permet de mesurer le potassium 40 présent sur une profondeur d'investigation aux alentours de l'horizon cultivé profond en vigne, c'est à peu près 40-50 cm. Par contre, ce qu'on va carter, c'est le potassium 40. Donc après, il y a des fonctions de pédotransfert qui permettent de passer du potassium 40 à la teneur en potassium. Il y a des papiers là-dessus, ça marche assez bien. Mais là aussi, c'est pareil, il faut faire attention aux artefacts possibles qui peuvent parasiter la mesure de potassium 40 et du coup donner une fausse indication de la teneur en potassium. Mais ça, dans certains cas, ça marche très bien. Après, bien sûr, on n'a pas les différentes formes de potassium dans le sol avec ça. Ah non, il ne faut pas trop en demander. Voilà. C'est l'agronome qui intervient. À ma connaissance, après, il faudrait regarder l'évolution actuelle, mais il y a 2-3 ans, on n'avait pas cette possibilité-là. Ok, merci. Une autre question juste à droite, au-dessus. Bonjour. J'ai une question par rapport en fait à la calibration du thorium où vous montriez qu'il y avait quelques interférences possibles. Et en fait, je voulais juste savoir si ces interférences elles étaient dues à la matière organique, parce que le thorium aime aussi beaucoup la matière organique, s'associe à la matière organique. Voilà, alors dans ce cas-là, non, parce qu'on est, peut-être que vous le savez, dans les sols viticoles, notamment en milieu méditerranéen, la teneur en matière organique est quand même assez faible, malheureusement. Et en plus, là où on prend en compte quand même des horizons assez profonds de sol, donc 0,50 cm. Donc là, dans ce cas-là, non. Par contre, effectivement, les techniques de gamma radiométrie sont souvent utilisées pour cartographier la matière organique, mais dans des sols où il y en a, donc souvent plutôt dans le nord de l'Europe. Merci. Une autre question, une remarque? Plus de questions? Non. Si, une dernière. J'avais juste une petite remarque sur une de tes remarques de conclusion, en fait, où tu faisais référence à de nombreux capteurs développés par les industries. Et je voulais savoir si qui ou comment il y a une veille finalement sur comment se fait cette veille sur des capteurs potentiellement développés dans le domaine du spatial, de l'aéronautique, que sais-je, ou pourquoi pas la peinture automobile, et comment on capte cette information-là, et qui le fait, et comment ça arrive finalement à la pédologie. C'est intéressant. Actuellement, c'est pas fait de façon structurée, donc il n'y a pas d'organisation par rapport à cette veille technologique. Par contre, il y a actuellement un groupe Proximal Soil Sensing qui structure un peu les gens qui travaillent sur ces capteurs liés à la science du sol au niveau mondial. Et dans ce groupe-là, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en relation avec des industriels, notamment des équipes anglaises qui travaillent en lien avec des industries. Pour ma part, je ne peux pas t'en dire plus, mais il y a des gens qui font cette veille-là. Ce n'est pas mon cas. Moi, je suis plutôt un pédologue averti par rapport aux méthodes géophysiques, mais ce n'est pas mon cœur de métier d'aller essayer de regarder quel capteur éventuellement pourrait s'importer en sciences du sol. Ça veut dire qu'il y a une veille technologique qui n'est pas réellement structurée là-dessus? Non. Par rapport à ma connaissance, ce n'est pas structuré. Elle se fait, mais elle n'est pas structurée. D'accord, donc c'est bon à savoir. Pas d'autres questions? Bon, il est 10h40. Merci beaucoup, Guillaume Colonna. On l'applaudit.